Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Figure. Aujourd'hui, on va parler de prévisionnel de trésorerie. Mais avant toute chose, je me dois de me présenter parce que c'est la première fois que je présente une vidéo sur cette chaîne. Je suis Corentin Godelot, je suis Content Manager chez Figure, véritable passionné de finances d'entreprise et mon rôle à travers cette chaîne, c'est de démocratiser la gestion financière et en particulier la gestion de trésorerie. Alors déjà, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais vous présenter ce que c'est un prévisionnel de trésorerie ou aussi appelé un plan de trésorerie. C'est simplement l'étape entre un solde de trésorerie d'une période N à une période N plus 1 ou même N plus 2, N plus 3. Ça peut être des mois, ça peut être des jours, ça peut être des années. En fait, on peut avoir plusieurs périodes. Mais en gros, c'est simplement faire le pont entre deux soldes de trésorerie à deux périodes données. Du coup, on arrive à une formule très simple à comprendre et très logique qui est que on a le solde de trésorerie à la période N plus 1 qui est égal au solde de trésorerie à la période N plus la somme des encaissements entre N et N plus 1 plus la somme des décaissements entre N et N plus 1. Bon, très simple, c'est beaucoup de N et N plus 1, mais c'est super simple à comprendre. Entre N et N plus 1, je prends le solde en N, j'ajoute les encaissements et décaissements, et j'ai mon solde en N plus 1. Très simple à comprendre. Alors, pourquoi c'est important de faire un plan de trésorerie? Peut-être que vous vous dites, là, il me parle de solde de trésorerie, d'encaissement, de décaissement. Moi, en quoi ça me concerne pour mon entreprise? La première chose, c'est que ça permet d'anticiper un potentiel manque de cash ou manque de trésorerie, et donc peut-être pouvoir anticiper des financements, par exemple. La deuxième chose, à l'inverse, c'est d'éviter à certains moments peut-être d'éviter d'avoir des excès de trésorerie, peut-être être trop prudent, se dire que bon voilà je suis un peu prudent, j'essaie de garder du cash de côté, mais en fait en faisant votre plan de trésorerie, vous vous rendez compte que à cette allure-là, vous allez avoir des milliers d'euros sur votre compte en banque qui vont être inutilisés. Ça peut être l'occasion soit de prendre un peu plus de risques dans votre gestion opérationnelle, faire un recrutement, ou même vous pouvez le placer cet argent. Pourquoi il ne vous rémunérerait pas plutôt que de dormir sur un compte en banque? Et la troisième raison pourquoi c'est intéressant et important de faire un plan de trésorerie, c'est que en soi c'est un super exercice parce que ça permet de se questionner sur son business model, ça permet de se questionner sur sa relation avec ses fournisseurs, avec ses clients, à quel moment chacun paye l'autre, et en fait c'est super intéressant de faire le point sur ça, et faire le plan de trésorerie, c'est le meilleur moment pour le faire. Et on va pas se mentir aussi, par exemple pour une entreprise qui cherche à se faire financer, un investisseur va être rassuré de voir que vous avez un plan de trésorerie très clair pour les prochains mois, les prochaines années. Allez, on passe tout de suite aux outils qui sont utiles pour faire un plan de trésorerie. Le premier outil, c'est une feuille, un stylo. Vous faites votre plan de trésorerie, ça peut le faire. Si vous êtes vraiment un business avec très peu d'encaissement, très peu de décaissement, c'est très simple, très clair. N'allez pas avoir 1000 transactions. Là, dans ce cas-là, ça marche. Niveau 2, Excel, l'outil incontournable en finance. Tout le monde le connaît. Ça permet d'avoir beaucoup plus de transactions. Le problème d'un outil comme Excel, en fait, c'est qu'il y a un risque d'erreur très important. Déjà, vous allez souvent devoir rentrer vos transactions à la main. Donc, ça veut dire que vous allez prendre votre compte en banque, vous allez regarder les transactions, vous allez les mettre sur votre Excel, donc il peut y avoir des erreurs et puis ça prend du temps surtout. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, admettons vous faites votre Excel aujourd'hui, dans un mois vos transactions elles sont différentes. Il n'y a pas une mise à jour qui se fait automatiquement via Excel, donc ça peut poser problème au bout d'un moment. À part si vous adorez faire des Excel toute la journée, je vous donne une troisième solution, c'est un logiciel de trésorerie comme Figure. Justement, on est une chaîne Figure, logiciel de trésorerie. Je fais un petit placement de produit, je me permets, donc Figure, en gros, par rapport à Excel tout simplement, ça va être beaucoup plus simple. Donc si vous n'aimez pas trop Excel, vous allez pouvoir rentrer les choses beaucoup plus facilement. Je vous le montrerai juste après. Pour moi, le gros avantage, c'est de prendre directement les transactions du compte en banque, de les catégoriser avec l'intelligence artificielle. Et la dernière chose qui est vraiment super intéressante, en fait, c'est que moi, j'ai fait mon Excel une fois et après, ça se met à jour automatiquement. Les transactions vont venir, mon modèle, mon plan de trésorerie va s'adapter et je vais voir s'il était cohérent avec les nouvelles transactions qui s'ajoutent. Je fais le travail une fois, mais c'est pas ça qui crée de la valeur. C'est tout le suivi après, c'est tout la modification du plan de trésorerie qui se fait. Donc je vous invite à aller dans la description, essayez de réserver une démo si vous êtes potentiellement intéressé, de voir ce que ça donne. Sans plus tarder, moi je vais vous montrer les étapes pour réaliser un plan de trésorerie justement. La première étape pour créer un bon prévisionnel de trésorerie, c'est simplement de repartir de ces données historiques. Donc là par exemple, je suis sur Figure justement, j'ai connecté mon compte en banque et j'ai eu l'ensemble de mes transactions qui se sont mises instantanément. Ensuite, j'ai fait un truc, donc je suis allé dans voir mes règles et j'ai simplement créé une règle, c'est-à-dire que quand je veux par exemple que l'ensemble de mes libellés bancaires qui comprennent recettes récurrentes récurrente, j'ai mis dans la catégorie recettes recurring. Alors là, évidemment, c'est un exemple fictif, j'ai pas pris le compte d'un client. Rassurez-vous, les données sont privées sur Figure. Donc là, c'est vraiment simplement un exemple fictif.
Et donc j'ai pu créer mes catégories comme ça très facilement. Ça m'a pris 5 minutes. Après, c'est un compte fictif. Évidemment, votre compte, il va peut-être être un peu plus compliqué parce que vous allez voir, il n'y a pas énormément de transactions. J'ai une 50aine de transactions pour l'exemple. Ok, donc une fois que j'ai importé mes transactions, moi je vais dans Dashboard et je vais choisir ma périodicité. Donc en gros, si je me mets donc en vue tableau, là je vais prendre une vue mois, mais à noter que je peux prendre une vue jour, semaine, en fonction de mon besoin, si je veux être plus ou moins précis. Moi, la vue mois me correspond dans mon exemple. Si vous êtes sur Excel, c'est pareil, vous pouvez simplement réfléchir en fonction du mois, en fonction du jour, et ça, ça va affecter, est-ce que vous voulez que vos données historiques soient classifiées en fonction du mois, en fonction de la journée, et donc vous allez faire vos prévisions en fonction. Ça dépend vraiment de votre entreprise, de votre business model, il n'y a pas de recommandation particulière là-dessus. L'étape numéro 2, ça va être de prévoir, d'anticiper les encaissements. Donc les encaissements, c'est simplement l'argent qu'on reçoit, évidemment. Donc il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer dans les encaissements. Il y a par exemple ce que vous allez toucher de la part de vos clients, vos recettes. Donc nous, on aime bien dire facturation client pour pas se tromper, parce que le chiffre d'affaires, c'est pas égal à ce que vous allez toucher. Normalement, si vous avez une entreprise avec des créances clients, vous savez de quoi je parle. On peut imaginer plein d'éléments. Par exemple, vous allez obtenir une subvention publique, vous allez obtenir un remboursement de la part d'une administration publique parce que vous avez versé trop d'argent. Par exemple, vous venez de lever des fonds, vous obtenez simplement l'argent de la levée de fonds. Ou pareil pour la dette. En fait, dans les encaissements, il y a vraiment tout ce qui va venir en positif sur votre compte en banque. Donc c'est vraiment une vision trésorerie. C'est pas une vision compte de résultat. C'est ça qui est vraiment important à comprendre. Moi, je peux vous donner tous les exemples possibles des encaissements, mais c'est pas l'idée, c'est pas le but. Vous savez mieux que moi, en fonction de votre business, ce qui rentre ou ce qui rentre pas dans votre business, évidemment. Mais par contre, ce qui est super intéressant, ça va être de prévoir chaque élément. Et ça va vous demander de vous questionner. Est-ce que, par exemple, mon chiffre d'affaires, comment il se retranscrit en rentrée d'argent? Est-ce que je me fais bien payer par mes clients? Est-ce que, à quel délai aussi? Il faut prendre en compte le délai, bien évidemment. Donc là, je me retrouve sur mon écran. Prenons par exemple cet exemple. Je suis sur mon Excel, je vais essayer de le mettre dans Figure justement. Donc voilà mon Excel par exemple, j'ai mes recettes récurrentes. Donc c'est pas vraiment recettes, c'est plus un chiffre d'affaires, on va dire mes rentrées d'argent récurrentes de la part de mes clients. Et on voit que entre le mois N-4, N-3, donc c'est des façons de les appeler, mais vous avez compris que ça c'est septembre, ça c'est août, ça c'est juillet, ça c'est juin. Ici je vois que mes recettes récurrentes augmentent de 5000. Donc sans doute qu'elles vont continuer à augmenter de 5000. Pareil, alors là par contre dans mes recettes non récurrentes, par définition non récurrentes, c'est un peu aléatoire, j'ai des recettes qui fluctuent énormément. Donc par exemple ici, je vais me dire peut-être que si je mets N+1 et N+2, et on va dire, allez, on va aller jusqu'à N+3, soyons fous. Donc par exemple, peut-être qu'ici, je vais continuer à ajouter 5000. Et peut-être qu'ici, les recettes non récurrentes, je peux me dire par exemple que je vais estimer que en moyenne, je vais obtenir la moyenne de ce que j'ai obtenu sur les mois précédents. C'est une hypothèse très forte. Encore une fois, vous le savez mieux que moi avec votre business, ce que vous allez obtenir. Donc là, on voit que c'est 8000 en moyenne. Et ça, je peux le faire sur toutes les lignes, sur toutes les catégories, toutes les sous-catégories. Remarquez ici que j'ai simplifié, c'est-à-dire que j'ai mis recettes recurring. Peut-être que les recettes recurring, vous pouvez les mettre par client, vous pouvez les mettre par taux de TVA. Il y a plein de façons de catégoriser vos recettes. Et je pense que le plus intéressant dans votre catégorisation des recettes, c'est d'essayer de les regrouper par catégories qui ont quelque chose en commun, qui vous permettra de mieux prévoir l'avenir. Peut-être par exemple que vous pourriez regrouper par client avec qui vous avez la meilleure relation. Si vous avez une relation à 90%, vous savez que vous avez 90% de chances de continuer à travailler avec eux dans un an par exemple, vous allez les regrouper ensemble. Si c'est un client, ça se passe un peu mal, vous le mettez dans la catégorie ça sent mauvais quoi. Et donc en fait ça vous permet donc là je parle vraiment de clients B2B pour le coup, ça vous permet peut-être de faire des prévisions plus précises. Donc voilà, donc je suis sur Figure justement, je vais pouvoir rentrer donc la formule donc recette recurring. Donc comme vous le voyez en N, donc qui est octobre, parce que là en gros je suis le 8 novembre, le logiciel se met à jour directement, donc je suis obligé de faire avec les vraies dates. Je vais en fait créer tout simplement une formule. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc moi je veux en gros que on voit qu'on a 120 000 en octobre, je veux que ce soit 125, 130, 135. Alors c'est super simple, je vais simplement créer une formule, donc je vais la nommer par exemple formule recette recurring. En date de début, moi je me mets 30 novembre, je m'en fous quand ça arrive en novembre parce que moi je veux juste une vue mensuelle. Je veux juste prévoir, mais évidemment, on peut aller
plus en détail. Et comme ça, dans le réalisé à date, on sera plus précis. Donc, je mets 125 000. Je vais mettre donc une récurrence tous les mois. Je peux mettre tous les 2 mois, tous les 3 mois, vous voyez. Là, je vais mettre tous les mois. Ok. Et je vais me dire en fait que donc il n'y a pas de date de fin. Ok. C'est optionnel. Évolution tous les mois. Et je vais mettre une évolution de 5 000. Et je valide. Et donc là, on a bien en fait. Voilà, ça augmente bien de 5 000 tous les mois. Étape 3, prévoir les décaissements. Donc dans cette étape, l'objectif, c'est de prévoir tout l'argent qui va sortir de votre compte en banque. On vient de prévoir tout ce qui va rentrer, maintenant, il faut prévoir tout ce qui va sortir. Alors, il y a plein de catégories, encore une fois, on est pareil que dans l'encaissement, ça dépend de votre business, vous savez les coûts que vous avez, vous le savez mieux que moi. On a par exemple les fournisseurs. Donc les fournisseurs, pareil, on peut les mettre par différentes catégories. On peut les mettre en fonction du taux de TVA, on peut les mettre en fonction, par exemple, du délai de paiement, on peut les mettre en fonction du type de produit, on peut les mettre... voilà, il y a plein de critères qu'on peut utiliser pour classifier ces fournisseurs. Après, vous pouvez aussi vous dire, voilà, je fais une catégorie fournisseur, je fais pas de sous-catégorie, je vais pas dans les détails. Évidemment, dans les décaissements, on peut pas passer outre les salaires. Donc, les salaires nets, l'URSSAF, on a aussi tout ce qui est le loyer, les différents abonnements des outils, les différents prestataires, même si ce sont des fournisseurs. Vous pouvez avoir plein de manières de le présenter. Vous allez aussi avoir vos impôts que vous payez évidemment, donc l'impôt sur les sociétés par exemple. Ok, on se retrouve à nouveau sur l'Excel. Donc là, comme vous le voyez, j'ai ajouté certains décaissements, les décaissements de matières premières et de livraison. En fait, ce sont des coûts variables, ce sont des coûts qui dépendent de la quantité produite. Je vais essayer justement de me demander à quel point celles-ci dépendent du chiffre réel. Alors, ce serait plutôt en fonction du chiffre d'affaires, effectivement, mais ici, comme j'ai pris un exemple où grosso modo le chiffre d'affaires c'est égal aux encaissements, je vais pouvoir essayer d'estimer quel est le pourcentage que ça représente. Donc, je vais ajouter simplement une ligne ici et je vais mettre donc les matières premières divisées par... Alors, je vais pas prendre le financement parce que pour le coup, c'est pas du tout... ça n'a rien à voir. Mais les recettes récurrentes et les recettes non récurrentes. Alors, évidemment, c'est simplifié. On voit que c'est 20%, donc 0,2, 20%. Et si je l'étends, on voit que, en fait, grosso modo, on est à une moyenne de 20%. Ok. Donc, je vais faire exactement pareil pour la livraison. Je vais venir mettre un petit dollar ici. Je peux aussi appuyer sur F4. Tac. Et je vais me mettre juste ici. Donc, là, je vois qu'on est assez proche des 5%. Allez, on va dire 5%. Ok. Et donc, la livraison... on peut estimer que, grosso modo, ça dépend aussi du nombre de matières premières vendues. Et donc, si j'estime la livraison en fonction des matières premières, donc je fais livraison divisée par matière première, je me retrouve ici à 0,25. Et ok, donc en fait c'est assez simple, je me rends compte que j'ai simplement ici, pour trouver le N+1, le N+2, le N+3, à faire 0,20 fois recette recurring plus recette non recurring, et pour la livraison à faire 0,25 fois les coûts de matière première. On se retrouve tout de suite sur Figure pour le faire. Ok, donc je suis sur les matières premières, je vais créer une formule, je vais ajouter une formule, je vais l'appeler MP. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être ultra précis, je vais mettre MP pour matière première. Et donc la valeur, en fait, ça va être un pourcentage cette fois-ci, ce ne sera pas un montant brut. Donc je vais mettre un moins parce que c'est une valeur négative, et donc on est à 20% en fonction des éléments suivants, donc les recettes recurring et non recurring. Ok, donc on est bon, moins 20, alors pardon, je les ai mal sélectionnés, tac, il faut valider évidemment, sinon ça ne fonctionne pas. Ensuite, la date de début, je vais mettre pareil au 30 novembre, tac, tac, et la récurrence, elle n'est pas unique, elle sera tous les mois. La date de fin, il n'y en a pas. Et le nombre de flux, c'est 0. En fait, si on met rien, ça va jusqu'à l'infini. Ok, je vais valider. Et on arrive à ces montants-là. Ok, donc je viens de rentrer tous mes éléments sur Figure. Et donc là, je vais pouvoir prendre des décisions. C'est l'étape un peu... j'en ai pas fait une étape. Mais je vais pouvoir, par exemple, prendre des décisions sur mon financement.
Par exemple, là, vous voyez, je vois avec la vue justement graphique, avant on était dans la vue tableau, je vois dans la vue graphique instantanément quel est mon niveau de trésorerie. Là, je vois qu'en fait, quand je passe la ligne rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à découvert, j'ai plus de... Voilà, je suis en dessous de zéro. Donc, si par exemple, je continue au-delà de décembre 2024, je me rends compte que après je passe en positif dans les prévisions. Donc ça vaut le coup ici peut-être de mettre un petit financement, par exemple en novembre, un financement, on va jusqu'à combien en bas? On va jusqu'à, allez, on met un financement de 100 000 euros, soyons généreux pour l'exemple. Un financement de 100 000 euros, donc je vais dans encaissement et là je vais simplement m'ajouter un petit financement. Là je vais mettre, en fait on appelle ça un objectif, c'est-à-dire que c'est pas une formule, je le rentre directement et là si je retourne dans ma vue graphique, c'est bon, je suis passé pas loin du découvert, mais c'est bon, je m'en suis sorti et après je suis en positif, donc je suis bien. La dernière étape de votre plan de trésorerie, c'est simplement de faire des scénarios. On a fait plein d'hypothèses dans nos cas. Je reprends l'exemple des 8 000 euros, la moyenne pour les revenus non récurrents. Alors évidemment, si on prend la moyenne, on peut pas se tromper entre guillemets parce qu'on met la moyenne. Mais en réalité, ça peut être intéressant de faire un cas où par exemple, un cas très pessimiste où on n'a pas de revenus récurrents. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et qu'est-ce qui se passe? Vu très optimiste, j'ai envie de voir ce qui se passe dans le meilleur des mondes. Si par exemple, au lieu de toucher 8 000 euros par mois, je touche 15 000 euros par mois. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Tout ça, c'est géré par Figure. Je vais pas vous le montrer dans ce cas-là. La vidéo est déjà très longue. Je vais pas en plus en rajouter. Mais bon, c'est la dernière étape. En tout cas, pour faire un bon plan de trésorerie, c'est d'anticiper tous les scénarios et surtout les scénarios les plus pessimistes parce que certes, c'est bien de faire des hypothèses, mais en fait, ces hypothèses, elles sont pas sûres par définition. Quelles sont les erreurs à éviter pour votre plan de trésorerie? La première erreur, c'est de confondre résultat et trésorerie. Ça veut dire qu'en fait, votre compte de résultat, c'est un résultat. C'est ce que vous signez, c'est pas ce que vous encaissez. Je prends un exemple. Vous pouvez par exemple signer et réaliser une mission de 100 000 euros avec un client. C'est pas pour ça que vous allez toucher 100 000 euros parce que le client, il va pas forcément payer. Ou en tout cas, il va le payer, mais avec du retard. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. On appelle ça le BFR, le besoin en fonds de roulement. Et c'est super important de le prendre en compte, évidemment, pour ne pas se retrouver en découvert alors qu'on pensait que tout allait bien, on signait plein de clients par exemple. La deuxième erreur, c'est de ne pas prendre en compte la saisonnalité. Par exemple, il y a certains moments où votre business va augmenter, va croître. Vous allez vous dire, c'est incroyable, j'ai craqué quelque chose. Alors peut-être, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des effets de saisonnalité. La saisonnalité, c'est simplement qu'il y a certaines saisons dans l'année où vous allez vendre plus. Donc il faut bien le comprendre, bien l'imaginer, l'anticiper pour ne pas faire des prévisions trop optimistes. La troisième erreur, c'est de ne pas faire de mise à jour. C'est-à-dire que oui, vous allez faire votre plan de trésorerie, mais dans un mois, vous allez avoir votre business qui aura totalement évolué. Vous allez pouvoir comparer ce que vous aviez prévu pour ce mois, ce qui s'est réellement passé, en tirer des conclusions et mettre à jour vos prévisions futures. La quatrième erreur, c'est de sous-estimer certaines dépenses. Parce que oui, vous allez avoir vos grandes catégories, mais en fait, peut-être qu'il y a de nouvelles catégories qui vont se créer, donc il faut toujours y penser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, ma première vidéo sur Figure. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère que maintenant vous maîtrisez le plan de trésorerie, le prévisionnel de trésorerie. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Figure pour parler de gestion financière, gestion de trésorerie, ça va être trop cool.